Ok, bon, on est parti. Hop. Donc TD2, on va faire un... Bah, pas tous les exercices, il y a assez peu d'exercices qui sont pas corrigés a priori. Donc on va quand même faire le premier juste pour faire un certain nombre de révision. Tout le monde était bien en cours la dernière fois? Vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Vous faites oui, oui. Donc c'est quoi les deux choses principales que vous avez vues en cours la dernière fois? Les? Ouais, bah ça c'était le premier cours, ça. Oui, vous avez eu un deuxième cours depuis en amphi. Il y avait quoi dans le deuxième cours? Les instructions, tu veux dire? Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme instruction a priori? Ouais, alors vous avez effectivement donc vous avez vu la déclaration de variable. Alors, c'est quoi comment on déclare une variable? Bah, déjà, on lui a choisi un nom, par exemple. A, si tu veux, ouais. A, ensuite. Hmm? Égal directement? Ouais, non. Faut mettre un type, ouais, donc faut les typer. A, deux points, donc par exemple, on va choisir le type float, si tu veux, ouais. Float, et ensuite, là, faut l'initialiser, on va l'initialiser avec 2.0, je sais pas si c'est ce que tu as dit, mais avec les masques, il faut parler fort. Voilà. Il y a une autre manière de déclarer aussi. On peut le faire en deux temps, en fait, parce que ça, c'est la contraction de cette écriture-là, c'est la contraction d'une déclaration et d'une première initialisation. Ça, a priori, c'est la manière la plus commune de déclarer une variable. Ça, vous ferez comme ça. Mais de temps en temps, bon, peut-être ça sera nécessaire, ce sera beaucoup moins courant, mais vous pouvez faire ça en deux lignes. Vous pouvez écrire, vous pouvez commencer par dire que A est un float, et ensuite, bah, vous l'initialisez A égale 2.0. Ça, c'est une deuxième manière de faire, qui peut être utile en fait quand la valeur pour l'initialiser est pas vraiment connue à cet endroit-là du programme. Ça peut arriver. Mais bon, ça sera relativement rare, quoi. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que vous allez déclarer et puis vous gagnerez une ligne. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois que vous avez fait ça, là, on voit bien en fait sur cette deuxième écriture que en fait là, vous avez aussi l'affectation, quoi. C'est un peu en deux. Donc pour faire une affectation ou une réaffectation en fait, vous écrivez simplement, si je veux changer sa valeur, A reçoit, bon, par exemple 0.0. Alors, donc là c'est une réaffectation, ça remplace l'ancienne valeur, donc on a perdu complètement définitivement le 2. Hein, c'est clair? Donc il n'y a toujours qu'une seule truc. Donc chaque variable a forcément quelque chose. Il y a toujours quelque chose, il n'y en a qu'une seule. Hein. Voilà. Donc ça c'est l'affectation, donc on peut changer les contenus. Et enfin, c'est l'autre chose principale que vous avez vue dans ce cours-là, c'est l'alternative. Ouais, donc c'est le if. Donc l'alternative, c'est, ben, on écrit if. Ouais. J'ai oublié un truc. Non, ça. Donc les mots-clés là pour l'affectation, pardon, pour l'alternative, il y a if, il y a quoi comme autre mot-clé réservé pour faire des affectations? Dans la structure, qu'est-ce qu'on emploie comme mot? Voilà. If, il y a then. Non, il n'y a pas then. Il y a if, il y a else, et il y en a un autre aussi. Alors, c'est pas else if, il s'appelle elif. Donc, donc le plus simple, c'est if. Ici, je mets une condition. Donc, c'est une expression booléenne. J'oublie pas les deux points qui sont là. Là, je mets des instructions. Elles sont bien décalées. Hein. Là, il y a un décalage ici.
Ensuite, je peux écrire else, qui est facultatif, hein, mais en général, bien souvent, il faut l'écrire quand même. Else, et là, je décale aussi. Et là, je mets les instructions aussi. Donc, quand la condition ici, elle est vraie, on va exécuter ces instructions-là, et quand elle est fausse, on va exécuter ces instructions-là. Et une fois qu'on a terminé, le programme continue l'exécution ici. Hein. Donc là, il y a la suite des instructions qui se retrouve ici. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Alors, on peut évidemment imbriquer toutes les structures dans les autres. Hein. Il suffit de faire les décalages qui vont bien. Hein. Donc, par exemple, ici, à l'intérieur de ces instructions-là, je pourrais réécrire un if. Hein, à partir du moment où il est bien décalé comme ça, et je réécris un if, il aura aussi son propre décalage. Et le fait qu'il soit décalé, ça me dit bien que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est bien à l'intérieur de ce if, et il ne sera exécuté que quand il est vrai. Hein. Donc, il y a une autre construction que vous avez mentionnée tout à l'heure, hein, c'est le if, la condition, deux points, là vous écrivez vos instructions, et l'if, une autre condition, deux points, ça veut dire sinon si, les instructions, et à la fin, le else, deux points directement, hein, sans condition, le else, et sinon, c'est tous les autres cas, et là vous avez pareil vos conditions. D'accord? Donc ça, c'est les principales choses que vous aviez eues en cours, plus comment faire tourner les programmes en faisant des tableaux de variables, des choses comme ça. Quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va pouvoir regarder un petit peu l'exercice numéro 1. Alors on va le faire a priori ensemble. Donc c'est un exercice qui est corrigé, mais on va voir si on peut avoir nos propres réponses. Alors, variable et affectation. Donc on nous demande... On nous dit qu'on considère donc une suite d'instructions, et après chaque ligne, on veut qu'on... vous devez dire si c'est une affectation, une initialisation, une expression, déjà voir hein, parmi ces trois choses-là ce que c'est, quoi. Donc j'espère que c'est clair dans votre tête la différence entre une affectation, une initialisation et une expression. Et suivant le cas, donc si c'est une affectation, on vous demande la table des variables, nom et valeur, comment fonctionnent ces instructions. Si c'est une initialisation, donc préciser la déclaration de variable, on va voir parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de déclaration ici. On va écrire comment on aurait dû faire la déclaration de la variable. Hein. Et si c'est une expression, donner le type et sa valeur. Donc, a priori, ce que je vais faire, c'est que on va faire 3 colonnes comme ça. Quoi. Je vais répondre directement sur le sujet. Là, on dira si c'est une affectation. Là, on dira si c'est une initialisation. Et là, on dira si c'est une expression. Et suivant le cas, j'écrirai dans la colonne ce qui va bien. Alors, A égale 3. Ouais. Alors, je suis d'accord que c'est une affectation, mais en fait, c'est la première fois qu'on a rencontré A, donc en fait, on aurait dû écrire quoi? Comme c'est la première fois qu'on utilise A. On imagine qu'il n'est pas dans les paramètres. Hein. Ouais, on aurait dû l'initialiser, quoi. Hein. Bon, on va dire que A égale 3, c'est une initialisation, mais en réalité, il y aurait mieux, si c'était la première fois qu'elle apparaissait, que c'était pas un paramètre, hein, mais on aurait dû écrire A, deux points. Ouais, ça ressemble plus à un int quand même. Int égale 3. D'accord? Donc c'est la première valeur de A. Donc c'est une initialisation avec, c'est une déclaration avec initialisation, donc il y a une affectation qui est comprise dedans. Donc ici dans mes expressions, je vais faire compte des expressions, je vais commencer à faire un tableau des valeurs. Je vais faire une petite colonne pour A et je vais déjà dire qu'il vaut 3 ici. D'accord? Parce que sa valeur va évoluer au fur et à mesure. Hein, donc je l'écrirai en dessous à chaque fois. Ok, ligne suivante, A tout seul. Ça c'est quoi? Vous avez une chance sur 3. Non. Si, une chance sur 3. C'est une? Oui, c'est juste une expression en fait. L'expression la plus simple possible qu'on pourrait écrire. Donc c'est une expression et on nous dit que si c'est une expression, on nous demande de donner son type et sa valeur. Alors je me suis trompé.
Parce que l'affectation, si j'ai une affectation, la table des valeurs, j'aurais dû la mettre à gauche en fait. Donc je vais la mettre ici. Donc ici on a A et il vaut 3 pour l'instant. D'accord. Donc là on est A, donc tu m'as dit que c'était une expression, c'est correct. Donc A, c'est une expression de type. Donc on a évalué A, le résultat il est de quel type? C'est un entier int, oui. Et il vaut 3. Ok. Alors A égale 0. Affectation, initialisation, expression. C'est une affectation. Donc affectation, là on va marquer que A a changé de valeur. Avant il valait 3, maintenant il vaut 0 ici, dans la colonne des A là. A tout seul, on a déjà vu. C'est une expression très simple, de type int aussi. Par contre, maintenant sa valeur c'est 0, elle a changé. D'accord. Dites-vous bien que les variables, en fait, c'est toujours des choses qui, concrètement, contiennent vraiment un nombre à l'intérieur. Les variables de type int et float, c'est pas un peu comme des variables mathématiques qui sont une espèce d'inconnus. En informatique, lors de l'exécution d'un programme, il y a toujours quelque chose de bien précis. Et donc, vous, quand vous analysez un programme aussi, essayez de mettre dans votre tête une vraie valeur à l'intérieur pour essayer de bien comprendre ce que ça donne, quoi. A égale 0. C'est une expression de type. C'est un test, donc le résultat, c'est un booléen. Il est vrai, c'est un résultat. C'est un test si A égale 0, c'est un test si C égale à 0, donc la réponse est vrai ou faux. Donc c'est un booléen, donc bool, et vaut true. Parce que ici, on a bien A qui vaut 0, ici, c'est la dernière valeur qu'il a pris. Donc, true. A égale 3, bon, bah, même punition, c'est aussi une expression de type booléen. Et cette fois-ci, comme A vaut toujours 0, il est false. Alors, affectation, initialisation, expression. C'est bon pour. C'est bien noté là, cette partie-là. Je vais passer à la page suivante. Sinon, il est corrigé, vous le retrouverez. Alors, affectation, initialisation, expression. Hop. Hop. Alors ici, c'est l'affectation. C'est l'initialisation. Ici, c'est l'expression. Et on avait déjà ici la colonne DA. Je vais mettre comme ça, là. Alors, hop, on continue. B égale 2. C'est une initialisation, ça c'est la première fois qu'on rencontre B. On va supposer qu'il n'était pas dans les paramètres de la fonction. Donc, si c'était la première fois qu'on le rencontrait, on aurait dû le déclarer. Donc, le déclarer avant l'initialiser, enfin en même temps que l'initialiser. Donc, on aurait écrit en fait B 2.int égale 2. Et donc, du coup, maintenant, j'ai une colonne DB ici. Il vaut 2. Et A, rappelez-moi combien il valait? Il valait 0. Je vais le rappeler ici. Parce que j'ai plus l'autre page. A égale à B. C'est une expression de type booléen. On le reconnaît au double égal, donc c'est un test. Alors, ne confondez pas le double égal avec le simple égal. Le simple égal, c'est jamais tes égalités, c'est reçoit. C'est une affectation. C'est asymétrique. Parce que le double égal, ça se fait dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. Alors que le simple égal, c'est on fait déjà ce qui est à droite, on le calcule complètement et on le stocke dans la variable qui est écrite à gauche du égal. Donc, L égale B, c'est une expression de type bool. Et est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est false, parce qu'il y a 0 dans A et 2 dans B. False. B égale A. C'est une affectation. Maintenant, B vaut 0. D'accord? J'évalue ce qui est à droite du égal ici. L'expression qui est ici, qui est la plus simple possible, c'est A tout seul. A tout seul, il vaut 0. Et je le stocke dans ce qui est à gauche du égal dans B. Donc, je stocke 0 dans B. Donc, maintenant, B vaut 0. Et il a perdu définitivement cette valeur 2. B tout seul, c'est une expression.
de type int et ça vaut 0. A égale à B, c'est un booléen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hein, A vaut 0, B vaut 0. Hein, rappelez-vous, hein, la variable ne contient toujours que la dernière valeur qu'elle a reçue. Donc, c'est true. 0 égale 0. B égale 4, c'est une affectation. Donc, maintenant, B vaut 4. A égale à B, c'est un booléen. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est faux parce que 4 n'est pas égal à 0. Donc, false. A égale 2, égale B égale 0. C'est une expression. Alors, c'est de quel type? Voilà, si elle est correcte, c'est le type de la dernière opération qui est faite. C'est quoi la dernière opération qui est faite? C'est ce égale, ou ce égale? Le premier, le deuxième ou le troisième? C'est le deuxième. Donc le deuxième, c'est le dernier qui est effectué. Et c'est quoi le résultat d'un égal? Bah, c'est toujours un booléen. Hein. Donc on est sûr que l'expression, elle est de type booléen. Alors maintenant, on va l'évaluer petit à petit pour voir combien ça fait. A égale 2, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Donc ça, c'est false. B égale 0, c'est vrai ou c'est faux? C'est false. False égale false. C'est true. Ça va? Alors, C égale A égale 0. C'est quoi la dernière opération effectuée? Celle-là ou celle-là? La première ou la deuxième? C'est la première, hein, parce qu'il y a les parenthèses qui font que ça c'est fait en premier et ensuite ça c'est fait en dernier. Donc c'est le égal qui est fait en dernier, le simple égal, donc c'est une affectation. A égale 0, c'est vrai ou c'est faux? Ah bon, A il vaut 0. Hein. Donc c'est vrai. Et donc en fait ça, bon, c'était pas tout à fait une... c'est une affectation aussi dans un sens où on l'initialise, on l'affecte. Donc du coup, maintenant je vais le noter comme ça là. J'ai une nouvelle variable qui s'appelle C, ici, et qui vaut true. D'accord? Donc je vais le mettre ici. Et en même temps, c'est une initialisation, c'est-à-dire que si c'était la première fois que je rencontrais C, j'aurais dû écrire C, bool, égale, et c'était A égale 0. D'accord? Maintenant, C tout seul, c'est une expression de type booléen, et qui vaut, c'est écrit dans le tableau des variables, il vaut true. C égale B égale 3, c'est une expression. Hein. La dernière opération qui est faite, c'est ce égal. Le résultat d'un égal, c'est toujours un booléen. On va effectuer cette opération. Donc la première calcul qu'on fait, c'est celui-là. B égale 3, c'est vrai ou c'est faux? Faux. Donc false. Est-ce que C est égal à false? Non, donc c'est false. Et dernière, X. Bah, il n'est pas tellement initialisé, hein, on n'a rien mis. Non, c'est une expression en fait. Et c'est même... ouais. Je vais plutôt écrire ça comme ça quand même. Ah, erreur. Hein. C'est une expression, mais avec un X qui n'a jamais été déclaré. Alors, question 2. D'après vous, que se passe-t-il si on soumet la définition suivante à l'interprète Python en TME? Donc directement dans le logiciel, oui. Pardon? Je l'enregistre, oui. Il voit pas le tableau. C'est juste un test, hein, parce que tu peux lui dire qu'il aura cours la semaine prochaine. Tout le monde a bien noté ça, parce que ça va disparaître.
Je vais essayer de voir si j'ai le retour ici. Parce que moi, j'avais bien... Ah oui, mince, ouais. J'ai pas dû changer le truc. Forcément, ça marchera mieux comme ça. Bon. En même temps, c'était l'exercice corrigé, donc de toute façon, là, on était là pour faire les tests. Alors, une seconde, je vérifie. Au moins, il m'entendait, il pourrait peut-être essayer de suivre en même temps. Pouf. Il devrait venir, là. Attends, je vais vérifier. Je m'entends. Ok, maintenant, il a le tableau, normalement. Parce que je m'entends et je me vois le tableau. Donc, normalement, on est bon, là. Bien. Ah oui, parce que vous, je vous ai pas envoyé le truc, quoi. C'était pour vous obliger à venir. Mais les autres, vous m'entendez là? Ceux qui regardent, vous venez quand même la semaine prochaine. C'est-à-dire, comme j'avais prévu de faire une interro, j'imagine que pour pas perdre le rythme, on va faire ça, quoi. Et puis vous aurez l'interro la semaine suivante. Bon, alors c'est bon pour cet exo? C'est bon, il est content? Bah, comme ça, tu prends les questions, quoi. S'il y en a, tu me les soumets. Parfait. Et tu n'es pas rémunéré pour ça. Bon, alors, d'après vous, si on soumet ça à Python, qu'est-ce qu'il va dire? Donc là, on a ce qu'on appelle... C'est quoi ces deux lignes-là? C'est ce qu'on appelle la... Signification. Alors, la première ligne, c'est la signature. Et la signature plus l'explication et les hypothèses et les préconditions éventuelles, c'est la... Non, ça vous dit rien en plus. Même en vous aidant, vous ne trouvez pas. La spécification. Donc, je sa spécification avec sa signature et ici la petite explication de ce que ça fait, pourquoi le machin est plus connecté. Ok, on est bon. Bien. Donc, je passe à une... Alors, santé, ça prend un float, ça renvoie... STR, c'est une chaîne de caractères, hein, c'est un texte. Et retourne bonne santé si X vaut 37,5 et malade sinon. Ouais, si c'est inférieur à 37,5, j'imagine. Ouais, non, non, pile 37,5. Bon. Enfin, ça dépend des gens. Hein. Bon, donc voilà le code de la fonction. Alors, ça vous pose un problème ou pas? Tout va bien, il va être content, monsieur Python? Oui. C'est quoi ça? C'est une affectation en fait, donc c'est une erreur. Donc c'est une erreur assez classique, c'est de se tromper entre le égal. Enfin, c'est une erreur que vous ne ferez plus jamais, hein, bien d'accord. Mais là, c'est une affectation. Donc en fait, c'est même pas une expression, donc ça n'a même pas de type, a priori, en monsieur Python. Ça n'a pas de type. Ça veut dire simplement, je mets 37,5 dans X, quoi. Donc c'est des doubles erreurs parce qu'en fait, déjà, on n'a pas le droit de modifier en monsieur Python, on n'a pas le droit de modifier les paramètres là. C'est pas une restriction en Python, mais c'est une restriction en monsieur Python. Donc dès que vous avez un paramètre ici, vous n'avez pas le droit de le modifier. D'accord? Donc si vous voulez réutiliser sa valeur et la changer au cours du programme, il faut que vous déclariez une autre variable et que ensuite vous la mettez, vous l'initialisez avec x. Et ensuite, ce truc-là, vous pouvez par exemple, px égale x, px 2.float égale x, et à ce moment-là, vous pouvez le modifier. Donc, il va déjà se plaindre que, sans doute, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il va sans doute se plaindre que déjà, on n'a pas le droit de modifier x, et puis ensuite que ce machin-là n'est pas un booléen, donc il a rien c'est pas une expression booléenne, donc elle n'a rien à faire derrière un i. D'accord? Bien, calcul des mentions, a priori, il est corrigé, je vous invite à aller regarder le corrigé, et les corrigés, ils sont à la fin du livre, hein, donc vous irez regarder. Donc plein de questions là-dessus, on y reviendra si on a le temps. Couverture, c'est pareil. Alors couverture, on va peut-être pas le faire tout de suite.
Il est aussi corrigé, mais peut-être qu'on le fera dès qu'on aura fini le reste, hein. Et voilà. Mesure fiable, on le fera après. On va faire le volume d'un tétraèdre. Celui-là n'est pas corrigé. Mais il est quand même assez simple, hein, dans la mesure où, a priori, c'est pas très conditionnel, j'ai l'impression, comme exemple. Donc, vous avez une formule pour... alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un tétraèdre, hein? Oui, c'est une espèce de... C'est une espèce de pyramide comme ça, ouais. Donc vous avez sa base comme ça. Alors c'est un truc comme ça. Et après là, vous avez les longueurs des 6 côtés. Donc a priori, vous avez A, B, C. Puis là, vous avez D, E. Et puis en pointillé, là, vous avez le F. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir et écrire ça sur votre papier. Bon, la première chose que je vais écrire, c'est là. On a vu le mot juste avant, hein. La spécification, hein. Donc ça, écrivez-le rapidement. Imagine que vous êtes en contrôle, hein. Donc en contrôle, a priori, vous n'avez pas besoin d'écrire retourne l'aire du tétraèdre défini par je sais pas quoi. Mais par contre, vous devez mettre la signature bien comme il faut et les hypothèses éventuelles, hein. Et ça, c'est obligatoire. S'il y a des hypothèses à mettre, il faut absolument les mettre. Alors, voyons voir. Je vais aller regarder ce que vous écrivez. Il faut écrire vite, hein, parce que vous aurez bien. Parce qu'un contrôle, c'est en temps limité, quoi. Mais il faut pas recopier l'énoncé, hein. C'est déjà écrit sur ton cahier. D'accord? Donc passe directement à la réponse à la question. Parce que ça rapporte pas de points de recopier l'énoncé. C'est pas efficace. Voilà, la signature est un petit peu longue, hein. C'est vrai qu'on écrira rarement des fonctions avec autant de paramètres. Alors, j'ai déjà vu qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà écrit ça correctement. Ouais.
Dans les hypothèses, ouais, ça peut en faire partie. Bon, alors là, oui. Et puis, faut aussi préciser une autre chose. On va le voir juste après. Donc, on dit qu'elle doit s'appeler volume tétraèdre. Prend combien de paramètres? 6, donc les longueurs des 6 arêtes du tétraèdre, qui sont toutes de type. Hein, a priori, on va pas se restreindre. Hein. Puis si on part dans les entiers, on risque d'avoir du mal à avoir des vrais tétraèdres. Hein. Donc float. Alors, évidemment, je vais pas laisser la place. Donc, qui s'appelle ABCDEF. Ouais. Donc, A de type float. Tu fronces les sourcils, pourquoi? Ah bah, on peut plus écrire. Non, on peut pas en mettre plusieurs d'un coup. Hein. Donc, c'est assez fastidieux, quoi. Donc, on peut plus mettre puissance. Enfin, le petit chapeau comme avant. Quoi. B de point float. Ça, c'était spécial dédicace au redoublant. C float. Bon, alors j'ai plus la place, hein, je vais continuer d'écrire en dessous. D float. E float. F float. Voilà, n'oubliez pas les 2 points après la signature. Donc là, je décale. Et je vais mettre ma petite docstring. Donc 3 guillemets comme ça. Alors, les préconditions. Alors, on m'a suggéré ouais, que ces floats-là soient strictement positifs. Hein, donc, A doit être strictement positif, and B doit être strictement positif, and C doit être strictement positif, et puis j'ai plus la place, donc je continue ici. D strictement positif, E strictement positif, et F strictement positif. Voilà, perdez pas de temps avec ça. Alors, je vais écrire une autre précondition. Ah, oui, non, elle n'est pas complète, tu as raison. Petite flèche, ça renvoie à un float. Et 2 points. J'arrive à les écrire. Hop, on est trop sur le bord. Et les 2 points qui suivent là. 2 points. Voilà. J'étais trop pressé. J'ai perdu des points. Préconditions. Alors ouais, alors faut dire aussi que la longueur des arêtes ABCD ABCDF forme un vrai tétraèdre. Hein. Les longueurs des arêtes. Bon, en général, il faut éviter d'écrire les préconditions comme ça en français, mais bon, là, on n'a pas tellement le choix. Quoi. On pourrait dire que les longueurs ABD, BCE et CAF, je pense que c'est ceux-là, forment des vrais triangles aussi. À ce moment-là, on aurait des vraies conditions à écrire dessus. Ah, reportez-vous à l'exercice sur les triangles, où on faisait l'air du triangle hein, par la formule un peu bizarre que vous connaissiez. Donc la longueur des arêtes, A, B, C, D, E, F, etc. Là, forme. Bon, j'écris ça comme ça vite fait. Tétraèdre. Voilà, donc je ferme ma docstring là. Alors, donc vous avez tous l'énoncé sous les yeux normalement. Alors, dans toute la formule qu'on vous donne, donc vous avez la valeur du volume, c'est 1/12e de racine de P moins Q plus R. Vous avez les définitions de P, Q et R, les définitions de X, Y, Z. Donc tout ça, il faut le remettre dans l'ordre, parce que l'ordre est important dans les programmes. Qu'est-ce qu'on doit calculer en premier? Oui, toutes les variables, je suis d'accord, mais lesquelles? Soyons précis. Quelle est la première chose qu'on va calculer? Oui, on va commencer par X, puis Y, puis Z. Hein. D'accord. Bon, là, on peut le faire dans n'importe quelle heure d'X, Y, Z, mais c'est par là qu'il faut commencer, parce qu'on dans les autres formules, on en a déjà besoin. Hein. D'accord. Donc,
On va commencer par calculer, bon, on va les faire dans x. C'est de quel type? Float. Et vous avez écrit que c'était défini par initialisé avec. Alors, au carré, comment on l'écrit? On peut écrire A étoile étoile 2, ou simplement, si vous avez A fois aussi. Ça fait A carré. Ça prend pas beaucoup plus de place. Hein. B carré, moins, pardon, c'est un moins. Moins D carré, c'est ce qui est écrit. D fois D. Donc pour le deuxième, ouais, on va faire avec l'autre manière. Donc Y c'est un float aussi. C'est A carré. Ouais, c'est plus long hein, d'écrire comme ça. Une étoile en plus. Plus B carré, moins. Non, c'est B carré plus C carré. Je ne fais n'importe quoi. Allez, retire-toi. B carré plus C carré. Ah oui, ok, il y a un petit temps de retard, donc il est en train de tout m'effacer. Bien, ça y est, c'est bon. Y float, donc on avait dit, cette fois-ci je regarde l'énoncé. B au carré plus C au carré moins E au carré. Bon, alors on essaye d'aller un peu plus vite là. Z, c'est un float. On a déjà compris, j'imagine. A au carré plus C au carré moins F. C'est un C, ça. F au carré. Alors une fois que ça c'est fait, maintenant qu'on a X, Y et Z, on peut passer à PQR, parce que si je regarde à droite de PQR, je vois que tout est déjà initialisé. Donc P, c'est un float, et il vaut, enfin on l'initialise avec 4A carré, B carré, C carré. Donc on écrit ça comment? 4, et on n'oublie pas d'écrire les étoiles. Hein. Donc c'est pas facultatif hein, en Python. 4 fois A fois A, okay. Fois B, hein, pour avoir les carrés, fois C, fois C. Donc voilà pour lui. L'autre, il y a des plus. A au carré, donc c'est Q. Donc c'est aussi un float. Donc c'est juste un peu fastidieux, hein, il n'y a pas de difficulté dans cet exo. Alors A au carré, Y au carré, fois Y, fois Y, plus, pareil avec B et Z, plus B fois B fois Z fois Z, plus C carré X carré, C fois C fois X fois X. Donc ça c'était Q et R float égale, et là c'est X, Y, Z. X, mais on n'oublie pas les fois, Y fois Z. Bon, bah, il reste plus que le dernier, c'est un 12e de racine de P moins Q moins R. Est-ce que je déclare un V? Non, c'est pas la peine parce qu'il suffit directement de le retourner. Hein. Dire à ce propos, ici, normalement, ouais, je vous ai dit là, à cet endroit-là, là, vous écrivez dans le retourne 3 petits points là. Enfin, il n'y a pas besoin de. Je dis, ce machin-là, c'est facultatif en contrôle. Hein, c'est déjà écrit dans l'énoncé. Hein, et on vous demande pas de recopier l'énoncé. Donc là, on va écrire directement return. Alors, comment on fait la racine? Alors déjà, il faut faire un, ouais, un 12e. Bon, on divisera par 12 à la fin. Comment on fait la racine carrée? Ouais. Mais moi, j'écris pas les imports. Ça m'embête. C'est implicite. Bon, si vous voulez, on l'écrit. Hein. Import. Math. Hop, voilà, comme ça, on est content. Bah, c'est-à-dire que si vous avez une question, vous avez besoin d'un porte-maths dedans, un exercice, vous avez un porte-maths, bon, écrivez-le une seule fois, mais réécrivez-le pas à chaque question.
c'est un peu inutile. Donc math SQRT, donc c'est racine de P moins Q plus R, donc ça s'écrit pareil, P moins Q plus R, et le tout divisé par 12. Et normalement, après cette définition, il va falloir écrire les tests, hein, une petite série de tests. Hein. Donc si ça c'est bien noté, a priori, donc on va regarder ensemble la suite avant que je le remette sur le vidéo proche, je vous laisse terminer de noter. Donc proposer une fonction volume tétraèdre, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, et ensuite il y a des exemples. Hein. Par exemple, volume tétraèdre de 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est 0,1178, etc. Et on vous fait remarquer que, en passant, hein, que racine de 2 sur 12, ça fait pas tout à fait la même valeur. Hein. Vous voyez la différence entre les deux? Ouais, il y a le dernier chiffre là dans l'écriture décimale qui est légèrement différente. Alors, attendez, je vais revenir sur l'énoncé. C'est page combien? Alors, c'était lui. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, donc là, il y a une différence. Là, il y a un 2, là, il y a un 3. Hein. Bon, en réalité, le volume d'un tétraèdre avec toutes les arêtes qui valent 1 comme longueur, donc un tétraèdre régulier, bah, c'est bien racine de 2 sur 12, hein, la bonne réponse. Hein. Mais évidemment, le problème, c'est que les floats, c'est pas des réels. Hein. C'est des approximations de réels. Hein. Donc il y a toujours une précision qui est limitée. Et là, on voit la précision. Parce que ce qui se passe, hein, c'est qu'ici, là, on a bien sur 12. Ici, on a le 2. Et la manière dont on calcule avec ces formules-là, qui sont ici, bah, c'est racine, la P moins Q plus R, avec toutes ces formules-là, ça donne sans doute pas tout à fait 2. C'est pas le même calcul. Hein. D'accord? Donc il y a des erreurs, les erreurs de précision ici, il y a des erreurs qui s'accumulent, et à la fin, ça fait qu'il y a un dernier chiffre qui est vraiment différent. Et là, si je regarde avec 2, 2, 2, 2, un autre tétrade régulier, mais avec des arêtes 2 fois plus grandes, on voit aussi que c'est à peu près la même chose que racine de. Si vous lisez ça, là, comment vous l'écririez en maths? Bon, c'est 8. C'est 8 racines de 2 sur 12. Hein. D'accord? Pourquoi on multiplie 3 fois par 2? Parce que c'est un volume. Hein, donc, si on double les longueurs, donc en dimension 1, ça va, a priori, multiplier par 2 fois 2 fois 2 le volume. Donc, ça marche aussi pour un cube. Hein. Si vous doublez un cube, combien de cubes, petits cubes, vous allez mettre, de cubes d'arête 1, vous allez mettre dans un cube d'arête 2? Vous voyez, quand vous en mettez plus que 2, hein, vous mettez 2 fois 2 fois 2. Et là, on voit qu'il y a la même erreur de précision qui est ici. D'accord. Et donc là, ça pose un problème, c'est comment on fait les asserts. Mais comme vous avez regardé tous les exercices avant de venir, oui, les asserts, oui, les tests. On veut faire les tests pour vérifier que la fonction marche bien. Donc moi, j'aimerais bien faire un test en disant que volume tétraèdre avec les 1, 1, 1, ça donne cette valeur-là. Mais on voit bien que c'est compliqué avec les flottants de faire des tests avec égal-égal. Parce que des fois, il y a des petites erreurs comme ça. Quoi. Mais comme je disais, comme vous avez tous regardé les exos avant de venir, vous avez pris connaissance de l'exercice qui s'appelle mesure fiable. Qui montre, et avec une fonction là que vous avez programmée qui s'appelle égal à epsilon près. Donc à ce moment-là, on peut faire des espèces de tests d'égalité en disant que dans mon histoire ici de tétraèdre, donc là, je vais pouvoir faire des asserts en disant volume tétraèdre ici, à epsilon près, il est égal à racine de 2 sur 2, par exemple. Racine de 2 sur 12. Hein. Et donc j'écrirai quelque chose du genre assert
Alors, je crois que la fonction de cet exercice, elle s'appelle égal à epsilon près, et je lui donne les deux valeurs, donc de volume tétraèdre de 1, 1, 1, 1, 1, 1, égal, non pas égal, virgule, et là je mettrai math SQRT de 2 sur 12, hein, et je ferme la parenthèse. Donc là, je vais les mettre en jaune. Hein. Donc cette parenthèse-là, elle va avec celle-là. Hein, d'accord. Donc égal à epsilon, normalement, elle prend... Ah, peut-être elle prend un epsilon aussi en argument. Quelqu'un peut vérifier dans l'exercice? C'est un exercice qui est corrigé. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas... Égal epsilon. Là. Égal epsilon, qui c'est l'égalité de deux nombres à epsilon près. Donc j'imagine qu'il faut lui donner... Alors, c'est-à-dire une valeur absolue de leur différence inférieure à un nombre strictement... Ouais, je pense qu'il faudrait lui donner epsilon. Valeur absolue. Bon. Okay. Donc je vais... Hop. J'imagine que c'est une fonction qui prend 3 paramètres. Donc virgule. Troisième paramètre, je vais mettre un epsilon. Donc on va mettre par exemple... Il y a 10 puissance. Il y a combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on va mettre 10 puissance moins 10, on va dire que ça suffit. Hop. Et là, je ferme la jaune. D'accord, donc 3 paramètres. Donc j'aurais dû les écrire tous sur la même ligne, mais là, j'avais pas la place. Donc imaginez que ça, c'est tout sur la même ligne. Égal epsilon, si elle prend 3 paramètres, le premier nombre, le deuxième nombre, et puis une précision avec un petit epsilon. Hein, donc il vérifiera que ça, c'est égal à ça, à 10 moins 10 près. Et donc là, on pourra faire cet assert-là, il va passer. Alors que si on avait fait égal, volume tétraèdre 1, 1, 1, 1, égal, math SQRT 2.12, là, il aurait dit fausse. Donc le test ne serait pas passé. Bien. Est-ce qu'il y a une suite à cette exercice? Question 2. Un tétraèdre régulier est tel que tous ses côtés sont de longueur égale. Proposer une définition de volume tétraèdre régulier. Bon, alors j'ai un peu, j'en ai déjà un petit peu parlé, puisqu'on a déjà vu combien de tétraèdres réguliers là comme exemple. 2, hein, celui avec un côté de longueur 1 et l'autre un côté de longueur 2. Donc je vous ai déjà balancé la réponse, a priori. On va se prendre hop, une petite feuille. Hop. Ah, tout effacé. C'est pas grave. Ah non, c'est bon. Bien. Donc ça c'était volume tétraèdre, bien compliqué avec la formule, mais là on sait que volume tétraèdre régulier c'est beaucoup plus simple. Donc on est parti, on perd pas de temps. Def, vous l'avez déjà tous écrit là, déjà tous terminé. Volume tétraèdre régulier, ça prend combien de paramètres? Un seul du coup, on n'a plus besoin, comme il est régulier, on n'a besoin que d'une seule valeur. Donc il va aussi de type float, et j'ai encore oublié d'écrire le nom de la variable. Donc on va l'appeler A, pour comme arrête par exemple. A, type float. Ça renvoie à un float aussi. N'oubliez pas les deux points derrière. Hypothèse, autrement dit précondition. Alors, oui, A, strictement positif. Bon, avec 0, ça marcherait aussi. Hein. On va pas faire, on va dire que les trucs dégénérés, c'est pas des tétraèdres. Et on écrirait retourne, si on était en TP, hein, parce qu'en contrôle, on va pas l'écrire, 3 petits points. Ouais. Donc retourne le volume du tétraèdre régulier d'arête A, dont la longueur de l'arête est A. Et on va écrire directement return
Alors, racine de 2 sur 2, donc c'est math.sqrt de 2 sur, toujours sur 12, multiplié par a au cube, exactement, a au cube. Alors, a au cube, il est prioritaire, mais si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On met des parenthèses et comme ça, il n'y a aucun souci, on est sûr d'avoir bon. Alors, diviser, ici, diviser et multiplier ont la même priorité. Donc, ça veut dire qu'il va faire d'abord la division. Donc, ce calcul-là, une fois qu'il sera complètement calculé, ensuite, il va le multiplier. Hein. Mais pareil, vous avez un doute, vous rajoutez des parenthèses là. Hein. N'hésitez pas à rajouter des parenthèses, même en trop, au moindre doute que vous avez. Pareil, donc là, on va faire aussi des asserts avec la fonction epsilon égale à epsilon près. Eh bien, ça fait 1 heure qu'on est là, on va continuer. On va passer à l'exercice suivant sur la manipulation des booléens. Tout ça c'est noté. Hop. Alors, manipulation des booléens. Voilà, donc c'est ici. Alors, bon, en général, là, les étudiants, ils ont un peu du mal à voir le but de l'exercice. Bon, alors, on sait que ça existe déjà, les fonctions prédéfinies, or, and et not. Donc, c'est pour ça qu'elles existent déjà. Là, le but de l'exercice, c'est on fait comme si elles n'existaient pas. Et on va essayer d'écrire des fonctions qui simulent leur comportement. Et c'est tout à fait possible de faire ça. Mais il va falloir réfléchir un petit peu, évidemment. Donc c'est bien, les précédents exercices, hein, on n'utilise pas les opérateurs logiques, or, and et not, qu'on s'interdit de les écrire. Mais on va devoir écrire 3 trucs qui s'appellent ou, et non, qui sont censés faire la même chose. Alors si or était une fonction, ce serait une fonction à combien de paramètres? À 2 paramètres, et donc qui serait de type tous les deux booléens, et ça renvoie à un booléen. D'accord? Donc les fonctions qu'on va écrire là, qui simulent, elles auront cette tête-là. Donc c'est valable pour le or et le and. Le not, c'est un peu différent. C'est quoi la différence? Il n'a pas la même signature, le not. Lui, il a qu'un seul paramètre. Ouais. Donc il prend qu'un seul booléen, il renvoie un booléen, qui est la négation du booléen passé en paramètre. Bon, d'ailleurs, les spécifications vous sont données ici. Voilà. Donc ça prend 2 booléens, ça renvoie un booléen pour le ou, pour le et pareil, et pour le non, ça n'en prend qu'un seul, et ça renvoie un booléen. Et après, on va pouvoir faire les tests. Alors, évidemment, ça ne s'écrira pas avec le ou au milieu. Hein. Donc là, c'est une fonction. Donc, on écrit son nom et puis les 2 paramètres. Hein. Mais ça doit faire la même chose. Cette ligne à ou, entre parenthèses, true, virgule, false, ça va donner la même réponse que true or false. Et lui, donner la même chose que... On va voir. On va les écrire à côté. Hein. Donc, ça devrait être la même chose que quoi, ça? Ça devrait donner la même chose que true or false. Alors, celui-là, un peu plus compliqué, le deuxième, là. C'est équivalent à quoi, le deuxième? Je vous écoute. Alors, true and false. Entre parenthèses, qui correspond à ce et true false ici. Et il faut faire maintenant un ou avec false, ouais, exactement. Or, false. Voilà. D'accord? C'est pour que vous compreniez bien l'écriture telle qu'elle. Voilà. Et donc là, essayez de faire voir de l'autre côté, pour les deux suivants, comment vous devez écrire ça. Et une fois que vous aurez créé votre fonction, vos fonctions, il faudra
proposer les jeux de test qui couvrent tous les cas possibles. C'est exceptionnel. On vous demande tous les cas possibles. Donc, commencez à essayer d'écrire le ou, en sachant que vous n'avez pas le droit d'écrire or. Sinon, ça serait trop facile. Oui, vous avez une question? Bah, vous recopiez def ou bool, 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 là, retourne la disjonction de PQ, et puis vous essayez d'écrire un programme avec tous les ingrédients que vous avez appris jusqu'à maintenant, excepté or, and et not. Ceux-là, vous n'avez pas le droit de les écrire. Donc, je laisse un peu réfléchir. Peut-être que vous avez du mal pour le premier, mais quand je vous aurai peut-être montré le premier, ça ira peut-être plus facilement pour les autres. J'ai que 6 viewers. Bon, ce qui justifie le fait que tout le monde doit être là la semaine prochaine. Enfin, parmi les pairs. Quoi. Bon, s'il n'y a pas de message sur le chat, tu as bien fait ton travail. Il n'y avait rien à reporter. Ils sont peut-être endormis déjà devant. Quelqu'un a trouvé ou pas? Quelqu'un a déjà une idée? Ouais. Ouais, il va falloir utiliser un if. Ouais. Donc, if, on y a droit, et après, c'est le seul truc qui va nous sauver. Là. Mais il faut essayer d'arranger ça correctement. Donc, on commence par le ou. Et rappelez-vous, quand on fait un ou, comment c'est exécuté un ou? Il y a une expression ou, or, et une autre expression. Donc, il commence par faire quoi, Monsieur Python? Il commence par calculer la première expression. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a calculé la première expression? Elle est vraie ou elle est fausse, oui. Alors, si elle est vraie, il oui, voilà. C'est la sortie. Je sais, voilà. Vous avez une expression là, expression 1, voilà, or, une expression 2. Donc, c'est ça qu'on essaye d'imiter. Bon, on évalue celle-là. Expression 1, il se trouve que, que celle-là, elle vaut true. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne quoi? C'est un ou. Hein. C'est la première. Oui. Mais pas une des deux. Il fait ça dans l'ordre. Commencez pas à diverger de ce qu'on est en train de dire. On a évalué, enfin, Mr Python a évalué l'expression. Il a trouvé qu'elle valait true. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Parlez fort parce que vous avez un masque. Non, c'est inutile. À quelle condition un ou il est vrai? Bon, et là, y a-t-il au moins un des deux qui est vrai là? Oui, il est écrit en gros là. Il y a au moins un des deux qui est vrai, c'est lui. Et donc il ressort oui en renvoyant true. Oui, il renvoie true. Donc si la première est vraie, il renvoie true, terminé quoi. Par contre, si maintenant il est false, ouais, d'accord. Et alors on va répéter ce que tu as dit. Donc si l'expression 2 elle est vraie, on renvoie vrai, et puis si elle est fausse, on renvoie faux. Il n'y a pas moyen de faire plus vite. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, oui. Mais on ne peut pas faire plus vite, parce que si elle est vraie, tu renvoies vrai, si elle est fausse, tu renvoies faux. Bon, on renvoie directement l'expression. D'ailleurs, il faut toujours faire ça, hein. Parce que sinon vous aurez des points en moins. Hein. N'écrivez jamais quelque chose, jamais
faut jamais écrire un if, un truc, ici, un truc, return true, et là, else, return false. Faut jamais faire ça, pourquoi? Parce que, en fait, si truc, ben j'ai écrit truc, c'est un peu, on dirait trou, quoi. Je vais l'appeler bidule. Bidule. Donc là, si bidule est true, vous renvoyez true, et si bidule il vaut false, vous renvoyez false. Donc il faut renvoyer directement bidule, hein, directement return bidule. Hein. Et si vous ne faites pas comme ça, ça sera compté faux. Hein. Il y a d'autres exemples un peu à peu près pareils. Hein. Si bidule return false, else return true, à ce moment-là, en fait, ça c'est pas, faut pas faire ça. Il vaut mieux faire return directement de not bidule. Et de la même manière, même si c'est pas un return et si c'est une affectation, hein, si à la place de return on a r égale true et là r égale false, faut faire directement r égale bidule. D'accord? Donc ça c'est juste une petite aparté là pour vous dire voilà. Donc si je change rien à l'analyse qu'on vient de faire là, que vous n'avez pas oublié pendant ma digression, donc je vous invite à l'écrire, hein, donc ce qu'on a dit, avec un test de if. Je vais regarder si vous avez bon là, et puis on va l'écrire juste après. Et puis si vous avez bon, vous perdez pas de temps, vous passez directement à la suite. Voilà, c'est bon. Par contre, ça produit des majuscules, me semble-t-il. Les booléens, true et false, ça commence par une majuscule. C'est une des rares choses qui s'écrit avec une majuscule en Mr Python. Donc, qui d'autre l'a écrit déjà? Ouais, c'est bon. Là-bas, on y va? Non, t'as pas compris, hein? Alors bon, on va faire le premier, comme ça, a priori, on sera bon. Ouais. Hop. Je vais me prendre une petite feuille. Alors, volume tétraèdre, c'est fait. Ok. Alors, c'est toujours l'exode de 6. Alors, def, donc la spécification, a priori, elle est déjà écrite, je la recopie. Def ou, donc ça prend un boulet, P de point booléen, Q de point booléen, et ça donne un booléen. On n'oublie pas les deux points derrière. Spécification. Retourne la disjonction, elle est déjà écrite dans l'énoncé. Il n'y a pas de précondition dessus. Et donc, comme certains d'entre vous et certains d'entre vous l'ont déjà trouvé, c'est on teste. Si. Alors, qu'est-ce que tu as écrit, toi? Ouais. Alors, voilà. Non, non, oui, déjà c'est égal, égal. Souvenez-vous de la petite digression que j'ai fait tout à l'heure. Quelqu'un a-t-il un commentaire par rapport à ça? Oui. C'est pas retourné là, hein. Mais il suffit d'utiliser P tout seul. Pourquoi? Parce que si P il est vaut true, c'est true égale égale true, c'est true. Et si P vaut false, false égale égale true, c'est false. Donc cette expression-là, elle vaut true quand P vaut true, et elle vaut false quand P vaut false. Donc c'est pas la peine d'écrire égal égal true. Je vais écrire les trois possibles. Donc P là, si vaut true, P. Là on a évalué true égale true. Ça c'est true. Par contre, s'il vaut false, il va calculer false égale égal true. Et ça va donner, c'est false.
Donc, vous voyez bien que, en fait, quand la valeur de P vaut true, l'expression ici vaut true. Et quand P vaut false, l'expression ici, elle vaut false. Donc, la valeur de l'expression est la même valeur que le P. Donc, autant écrire P tout seul. If P, oui. Mais oui, parce que derrière un if, tout ce qu'on attend, c'est un booléen. P est déjà un booléen. Et c'est une expression. C'est une expression booléenne, P tout seul. Et il nous donne la bonne réponse, hein, d'après l'analyse que j'ai faite en rouge juste à côté. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire, hein, d'accord, hein, si vous voulez pas avoir des points en moins. Hein. Bah, si P, bah, n'importe quelle variable booléenne, hein, vous pourriez l'appeler P underscore A underscore vrai. Hein. Donc, si P, selon la D qu'on renvoyait, si P est vrai, je renvoie vrai. Ou P, hein, parce qu'il est vrai. Mais on peut renvoyer vrai comme ça. Hein. Mais sinon, si P est faux, à ce moment-là, la valeur du OU ne dépend uniquement que de la vérité de Q, donc return Q. Alors maintenant, on doit faire la série de tous les asserts. Il y en a combien de tests? Combien de combinaisons de paramètres ici j'ai? Il y en a 4. Hein. P et Q là, P vrai, Q vrai, P vrai, Q faux, P faux, Q vrai, je sais pas. Bon, on va tous les faire. On est parti pour nos tests. Assert. Alors, ou de true. Ça doit donner. Ça doit donner true. Alors donc j'écris. Ouais, toi t'es d'accord. Donc on me suggère d'écrire égal true. Arrêtez d'écrire des booléens égal true, quoi. C'est tout, ça suffit. Si ce machin-là il est true, c'est pas la peine d'écrire qu'il doit être égal true. Hein. S'il est true, il est true. S'il est false, il sera false. Hein. C'est exactement. Bah, j'ai déjà expliqué ici. C'est le même principe. Là. On est exactement dans ce schéma-là en fait. Bon, on continue. Assert ou true false. Et ça doit être égal. À true aussi, donc on l'écrit pas. Continuons. Assert ou false true. Ça doit être vrai ou faux? Ça doit être vrai, donc c'est pas la peine d'écrire égal true. Et le dernier, ou de false. Bah non, parce que lui, il doit être faux. Ah ouais. Donc on écrit quoi? Bon. En fait, il y a mieux. On va écrire quoi? Note. D'accord. Mais dans le test, là, on va s'autoriser le note. Hein. On n'y avait pas droit dans le corps de la fonction, mais là, on est en train de faire les tests. Hein. Sinon, il aurait fallu juste définir le nom juste avant, mais on aurait été confronté au même problème. Hein. Donc, not or de false et false. Ah, c'est pas or, c'est ou. Voilà pour lui. Donc, du coup, vous pouvez voir maintenant que vous avez bien vu, hein, le et, ça va ressembler beaucoup à ça. Donc, essayez de découvrir comment faire le et maintenant avec le if. Écrivez-moi ça rapidement. C'est fait le et? Qu'est-ce que t'as pas compris? Non, le test, c'est une expression booléenne. Par exemple, quand j'ai fait égal à epsilon, tu vois, je n'avais pas écrit de test. Égal à epsilon, il me disait vrai ou faux. C'était déjà ce qu'on appelle un prédicat, c'est une fonction qui renvoie un booléen. Donc tout à l'heure, pour les tétraèdres,
quand j'ai utilisé la fonction égale à epsilon, il n'y avait pas de égal égal. Hein. C'était la fonction qui renvoie. Donc, ce qu'attend un assert derrière, c'est un truc vrai ou un truc faux. Donc, n'importe l'expression qui renvoie vrai ou faux. Donc, essayez, parce que ça va être le même schéma pour le et. Et essayez de vous souvenir comment est évalué le et. Donc, toujours dans l'ordre, comme le ou. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Si les deux sont faux, ça renvoie faux. Ah bah, il y a d'autres cas où ça renvoie faux. Bon, déjà, on va faire dans l'ordre. Enfin, c'est un et, tu évalues la première expression. Qu'est-ce qui se passe si elle est fausse? C'est terminé, hein. C'est même pas la peine d'aller voir plus loin, c'est que c'est faux. Voilà, il faut que le premier soit vrai et le deuxième soit vrai. Et le ou, c'est il faut que le premier soit vrai ou le deuxième soit vrai. Donc testez le premier, et s'il est faux, le problème est réglé. C'est pas la peine de chercher plus loin. Alors, quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé, toi? Alors, tu vas pouvoir me... Tu veux que je regarde? Je vais regarder. Si c'est correct, tu pourras me dicter. Alors ici, on est dans le cas où c'est assez... le problème, c'est que là, il y a des cas où il ne saura pas quoi faire. Tu vois. Là, tu testes IP, ensuite, si c'est vrai, il va retester Q. Donc, si c'est vrai, il renvoie à vrai. Alors, pense à mettre des majuscules devant true et false. Mais ensuite, il n'y a pas de else là. Donc, mais c'est le else de qui, lui? Si tout ça est. Non, non, else, il appartient qu'à un seul if. Et d'après le décalage que tu as fait, pour moi, ce else là appartient à ce if là. C'est-à-dire que ce if là n'a pas de else. Et le problème, c'est que s'il n'a pas de else, bah, il va rien retourner. Et ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça veut dire retourner none, ça retourne un booléen, alors que normalement, dans tous les cas, ça renvoie forcément un booléen. Donc, il faut que tu mettes des else comme ça, partout. Mais je crois qu'il y a une solution plus simple qui est juste basée sur un simple if else comme ça. Ouais, vas-y. Il est où? Ah ouais, d'accord, il est dans le crayon. Alors, si P 2 points. Alors, s'il est vrai, ouais, c'est le deuxième. Sinon, bah, c'est qu'il est faux, oui. Donc, P est faux, retourne P, c'est d'ailleurs fausse, mais tu pourrais écrire fausse aussi directement. C'est juste aussi. Hein. Vas-y, montre-moi. Alors. Mais tu utilises une... Ouais, mais là, virgule, c'est pas une opération, ça veut pas dire et la virgule. D'accord? Là, j'ai pas utilisé de virgule, ça sert à une unique chose, c'est à séparer les paramètres dans une fonction. Oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser AND dans l'exercice, justement. C'est ça l'intérêt de l'exercice. Donc, on va essayer de s'inspirer du haut qui est là, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, define, def. Donc, cette fois-ci, on fait le et, donc il faut un p booléen, un q booléen aussi, et ça renvoie petite flèche, un booléen, 2 points. Alors, évidemment, là, il y a renvoi, etc., qui va bien. Et donc, on va tester. Si P, sous-entendu, est vrai, si P est vrai, dans un et, ça veut dire qu'il faut aller regarder le deuxième, le Q, et voir s'il est vrai ou faux. S'il est vrai, on verra vrai. S'il est faux, on verra faux. Donc, en fait, on le renvoie lui-même. Return Q. Voilà. Sinon, else, 2 points.
Donc là, ça veut dire que P, il est faux. Donc si P est faux dans un et, si le premier est faux, c'est même pas la peine de chercher plus loin, on sait que le résultat, il est faux. Donc return false. On pourrait renvoyer P parce qu'il se trouve qu'il est faux. Donc comme P vaut false, je pourrais renvoyer P au niveau false. Là, je mets false parce que je pense que c'est peut-être plus clair, mais c'est tout à fait correct d'écrire return P. Assert. Alors, on a pareil, on en aura 3 possibilités. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un if, ça marche toujours comme ça. Ça calcule ce qu'il y a ici. Que ça soit tout simple comme un simple P ou une expression extrêmement compliquée, ça calcule ce qu'il y a là, combien ça vaut. Il faut voir sur les exemples, là, je vais écrire les exemples assert. Donc, par exemple, assert et de true et de true. Bah, quand j'ai ça, quand je lui demande à Mr Python de calculer ça, eh ben, il va mettre true dans P, il va mettre true dans Q. Donc maintenant P vaut true, Q vaut true. Je regarde si P, mais P ça vaut combien? Bah, ça vaut si true, bah, si true, on sait que ça va exécuter ça et pas ça. Donc si true, ça exécute ça, ça renvoie Q qui vaut true. Donc ça doit valoir true. Donc voilà, assert ça. Alors on va le faire. Donne-moi un exemple d'assert qui doit renvoyer false. False et true. Alors je vais le mettre là. Alors, false et true. Donc on va faire celui-là. Donc celui-là, tu me dis qu'il doit renvoyer false. Alors, false, le premier argument P, il vaut false, Q, il vaut true. Donc si P, il se trouve que P vaut... Donc quand j'évalue cette expression, je trouve false, ça veut dire que ça n'est pas exécuté, c'est ça qui était exécuté. Parce que si ça c'est faux, on va dans le alors. Parce que ça c'est ce qui est exécuté quand P est vrai, et ça c'est exécuté quand P est faux. C'est toujours comme ça que ça marche le if. On a calculé ça, si ce machin. Si ça c'est vrai, je fais ça. Sinon, sous-entendu, ce machin-là était faux. À ce moment-là, je fais ça. Et donc là, si j'ai P qui était false, à ce moment-là, je fais return false. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc du coup, là, j'ai été un petit peu vite. J'aurais dû mettre J'aurais dû mettre des notes. Voilà. Donc ça, c'est le seul cas. Ça, c'est le seul cas où il est vrai. Tous les autres cas, il doit être faux. Assert. Alors, je continue de faire la même bêtise. Assert, not, et le true est false. Assert, not de et false et true. Et assert de not et false et false. Ça va? Bon, alors on va enchaîner direct avec le not, qui normalement devrait être beaucoup plus simple. Def, alors ici ça s'appelle non. Donc ça prend un P qui est de type booléen et ça renvoie un booléen. 2 points. Donc là, la petite explication de ce que ça fait, c'est dans l'énoncé. Ouais. Alors, if P, voilà. Voilà. Bon, et c'est le seul cas où vous aurez le droit d'écrire ça. Hein. Il y a uniquement dans cet exercice que vous aurez le droit d'écrire un truc comme ça, parce que, évidemment,
Dans tous les autres exercices, vous avez le droit d'utiliser notes. Hein. Donc vous utilisez notes directement. Donc ça vous montre la construction interdite. Hein. Mais là, on est bien obligé de l'écrire parce qu'on s'est interdit le note. Hein. Ça veut dire que quand on a le note, ben, on peut se passer de cette écriture compliquée. Alors, les asserts, il y en a combien? Voilà, c'est carrément mieux. Assert. Alors, non. Non, c'est non, c'est du français. Non. Non quoi? Ah ouais, donc ça c'est non de false, ça c'est vrai. Donc c'est pas la peine d'écrire égal égal true. Et l'autre? Oui, on pourrait faire ça aussi, c'est pas mal. Ouais. Ou note de non de false. Hein, ou non de non de false. Hein. Et là, c'est pas quand je l'écris là, comme c'est pas une fonction, là, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses. Si je mettais des parenthèses, hein, ça serait pas un opérateur fonctionnel non plus. Hein, ça veut dire juste que j'ai juste parenthésé l'expression qui est derrière le note. Hein. Donc voilà, on a tout le monde. Et on va devoir pouvoir passer justement à la question numéro 2. La question numéro 2. Si vous avez bien fini de recopier, je vais aller retourner sur l'énoncé. Comme ça, on va pouvoir écrire directement à côté. Enfin, moi, je vais pouvoir directement à côté. Vous avez peut-être pas envie de salir votre cahier, mais vos énoncés. On est bon. Allez, on se dépêche. On perd pas de temps à recopier. Ça en train d'écrire vite. Hop. Alors, retour à l'énoncé. Non, ça, c'est les impliques. Alors, on va rajouter ça. Alors, question 2. Que se passe-t-il avec l'expression suivante? Donc, elles sont là. On est parti. Alors, ou de 3 égale à 3, virgule, 3 divisé... Ça, c'est quoi, ce divisé, là? C'est quoi, cette double barre oblique, là? Ouais, c'est le quotient de la division euclidienne, hein, c'est la division entière. Hein, donc, ça donne un résultat entier. Égal 2. Donc, que se passe-t-il à l'expression de l'évaluation de l'expression suivante? Bon, que se passe-t-il? Il va la calculer. Et combien ça fait? Bon, on va regarder a priori de proche en proche. Donc, je vais faire une petite flèche comme ça. Donc, on va calculer de proche en proche. Donc ça, le OU, pour l'instant, je ne peux pas encore le calculer parce qu'avant d'évaluer le OU, il faut déjà évaluer les deux expressions qui sont cette expression-là et cette expression-là. Donc la première expression de 3 égale à 3, c'est quoi? C'est true. Voilà, virgule, là. Et maintenant, cette expression, 5 divisé par 0. C'est une erreur, oui. Erreur, on essaye de diviser par 0. Alors pourquoi on vous montre ça? Parce qu'en fait, si vous aviez mis OR, si vous aviez eu à la place de ça 3 égale 3, OR, 5 divisé par 0 égale à 2. Qu'est-ce que vous auriez eu? Vous auriez eu true. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, il calcule déjà ça. 3 égale 3, c'est true. Et en fait, le OR, c'est pas la fonction OU qu'on vient de faire. Le OR, une fois que ça c'est true, il s'arrête pas. Il n'évalue pas la suite. Il y a un court-circuit. Hein. Ou une évaluation paresseuse, comme on l'a peut-être dit en cours. Donc notre OU, c'est pas vraiment le OR. Hein. On n'a pas réussi à faire vraiment le OR. D'ailleurs, on pourrait pas, quoi.
D'accord? Parce que le mécanisme d'appel de fonction fait qu'il évalue déjà tous les paramètres avant d'appeler la fonction. Donc on n'a pas moyen, nous, de simuler le OR exactement comme il est. Mais bon, on a quand même une bonne approximation. Donc notre OR est moins efficace, parce qu'il est obligé de tout calculer, alors que celui-là, on fait des économies avec ce OR-là, parce qu'il commence à calculer le premier, éventuellement, il ne fait pas les suivants. Ils peuvent être coûteux en temps de calcul, éventuellement. Hop! On va prendre le stylo bleu. Alors, question suivante. Quelle est la différence avec l'évaluation de l'expression suivante? Bah, je viens d'anticiper la question. Donc ça marche. Ça marche et ça s'évalue en 3 égale à 3, ça c'est true. On va le faire comme ça. Donc 3 égale à 3, c'est true. Or, 5 divisé, bah, c'est rien en fait, quoi. Donc ça vaut directement true. Parce que ça, c'est pas calculé. Avec le et. Donc, même question pour cette expression-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce et-là? Bah, il faut évaluer pareil, il faut déjà évaluer les deux paramètres avant d'appeler la fonction et. 3 égale à 4, c'est false. 5, division entière 0, bah, division par 0, erreur. D'accord? Donc là, cette ligne-là, c'est erreur. Par contre, ici, là, 3 égale à 4, c'est false. Donc, comme c'est un et, bah, il va pas plus loin. À partir du moment où il y a un truc qui est faux, c'est pas la peine de regarder le reste, on sait que c'est faux. Donc ça s'évaluera en false. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en cours, ce qui s'appelle l'évaluation paresseuse. Bah oui, il est un peu feignant, il fait que le minimum syndical, quoi. Alors, maintenant, on vous demande de faire implique. Il reste 10 minutes. Implique et ou exclusif. Faut-il leur rappeler les formules de la logique suivante? P implique Q est équivalent à la négation de P ou Q. Et donc, c'est uniquement en utilisant nos fonctions à nous qu'on a défini à la question 1, qui sont les fonctions qui sont et ou et non. Donc, on vous demande implique, ici, là, qui est décrit ici, et puis on vous donne sa définition là. Et ensuite, on vous demande ou exclusif, qui est équivalent à ça. Donc là, un petit peu plus compliqué. Donc c'est P et la négation de Q, ou la négation de P et Q. Bon, ou et on les reconnaît ici. La négation de, c'est le nom. Et vous avez les exemples qui sont là. Donc la première fonction, elle va s'appeler implique, et l'autre, elle va s'appeler ou exclusif. Bah, c'est parti. Allez, hop. Et après, il y a équivalent. Est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça? Vous avez 10 minutes, c'est largement assez, mais je vais vous demander d'essayer de faire ça le plus vite possible pour que je puisse corriger le plus vite possible et qu'on soit dans les temps. Alors du coup, comme on terminera là-dessus, l'exercice suivant là sur le graphisme, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement en TP, donc on va le faire en TP, avec maintenant la suite des petits dessins que vous aviez déjà commencé. Là, si vous n'étiez pas trop avancé, on va reprendre là, et on fera cet exercice-là. C'est pas comme s'il y avait cours ici, non? Allez, ça va peut-être du sujet. Alors, oui, je disais, donc oui, en TP, on va faire des petits exos avec la bibliothèque graphique, là. Alors, le TP ne sera pas retransmis en direct, c'est trop compliqué. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez essayer de faire le TP. De toute manière,
vous serez là la semaine prochaine, on fera un TP normal pour les gens qui ont des numéros pairs. Et donc, on fera le TP. Mais vous pouvez vous avancer en essayant de le faire. Hein. De toute façon, c'est jamais perdu. Hein. Je pourrais toujours vous donner d'autres exos à faire pendant le TP la semaine prochaine. Mais votre présence est obligatoire. Alors, le premier, c'est l'implique. Non, ça se fait assez rapidement. Hein. Si vous avez un petit peu du mal, regardez les exemples qu'il y a dans la question numéro 1. Dans les exemples de la question numéro 1, on vous montre comment combiner les et, les ou et les non. Mais tu sais que tu as le droit de réutiliser le et, le ou et le non. Donc en fait, c'est juste avec un simple return directement. Ça implique, c'est ça cette vérité? Ah, si P égale Q. Il met 2 points. Là. Donc si les deux sont égaux. Donc ça, c'est true ou false. True, c'est true. Donc je retrouve P, comme ça c'est vrai. Ouais, mais dans le implique, si P est faux, l'implication est vraie. Donc faux. Si P est vrai, l'implication est fausse. Non, si P est, pardon. Si P est faux, l'implication est vraie. Donc si P est faux, l'implication est vraie. Si j'ai faux égale faux, toi tu retournes faux alors que tu devrais retourner vrai. Si la prémisse de l'implication est fausse, l'implication est vraie. Si tu as faux au début, quel que soit ce qu'il y a derrière, c'est vrai. L'implication est vraie. Mais c'est écrit en... De toute façon, c'est pas la peine de se casser trop la tête. Hein. On va pas essayer de faire malin. On va pas faire je vais pas refaire un cours de logique de maths. Mais là, c'est écrit là. P implique Q, c'est équivalent à... Et autant réutiliser les fonctions qu'on a déjà écrites. C'est la négation de P ou Q. La négation de, c'est la fonction non. Ou, bah, c'est la fonction ou. Donc autant directement écrire return en utilisant ce qu'on a déjà fait. On va le faire tout de suite. Hop. Tac. Donc ça, c'était volume titrette, c'est encore là. Ça, c'est le ou, ça, c'est le et, ça, c'est le non. Et on va partir. Def implique avec P booléen, Q booléen. Ça renvoie un booléen, on n'oublie pas les 2 points. Et on va dire directement, bon, alors évidemment, il y a une petite explication là qui est déjà donnée dans l'énoncé. Return. Donc on nous dit dans l'énoncé, c'est la négation de P ou Q. Alors, négation de P, c'est... Alors, on n'a pas le droit de note, hein. On utilise les fonctions de... Donc c'est presque pareil, c'est non, entre parenthèses de P, hein, c'est une fonction. Non de P, c'est bien, ça veut bien calculer la négation de P. Voilà. Et donc maintenant qu'on doit faire un ou, hein, je mets une virgule ici, ça c'est le premier élément Q. Alors, je vais faire un ou entre ces deux choses-là. Hein. Donc virgule ici en jaune, entre parenthèses là, hein, et je fais un ou de ça. D'accord? Donc ça fait bien négation de P ou Q. Bon, alors vous ferez les petits tests qui vont bien avec. Je vais faire directement maintenant le ou exclusif. Ou exclusif. P booléen. Q booléen. Ça renvoie un booléen. Et là, c'est return. Alors on vous explique, hein, c'est non P et Q ou
P et non Q. Donc, la dernière opération qui est réalisée, c'est un OU. Donc, je vais avoir un OU ici, avec deux grands trucs là. J'ai laissé bien beaucoup de place. Le premier, on m'a dit que c'est un et, avec deux trucs. Voilà. Et un autre et ici, avec deux trucs. Le premier truc ici, c'est... Alors, dans quel ordre ils me l'ont mis? P non Q. Donc ici, c'est juste P. Ici, c'est non de Q. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Non de P et Q. Et voilà, c'est terminé. Et si vous voulez faire l'équivalence, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'équivalent, maintenant qu'on a un plique, la question suivante. Donc, équivalent avec un P et un Q, tous les deux de type float là. Type, pardon, float, n'importe quoi. Boole, boole, envoie un booléen. Def. Donc, si vous avez équivalent comme ça va être return. Donc, une équivalence, c'est les deux implications. Une autre manière de l'écrire, bon, je vais juste montrer en réutilisant. Il faut que l'application dans un sens soit vraie. Non, il n'y a pas besoin de if. Non, on ne peut pas return if. If, c'est une instruction. Il faut écrire une expression. Return. Donc, je veux deux choses. Un truc et un autre truc. La première truc, c'est que P implique Q. Donc, implique de PQ. Et aussi que implique de QP. Voilà. Bon, évidemment, pour l'équivalence, il suffit de vérifier qu'ils sont simultanément vrais ou simultanément faux. Hein. Donc, il y avait une autre manière de faire. Voilà, donc on s'arrête là, on se retrouve en TP. Pour ceux qui sont sur le live à distance, bah, essayez de faire le TP tout seul. De toute manière, je vous attends fermement la semaine prochaine, 8h45 le mercredi, dans lequel on va, bon évidemment, on va refaire le TD. Peut-être que je ferai les choses différemment, ça dépend à quelle vitesse vous avancerez. Hein. Je parle aux gens qui sont à distance. Il y aura sûrement l'interro que j'avais prévu, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on change, qui ne portera pas évidemment sur les trucs de cette semaine. Hein. Ce sera juste des petits exos tout simples sur le premier cours. Et puis voilà quoi. Donc on s'adaptera. Ceux qui ont déjà bien suivi le TD d'aujourd'hui et qui ont bien tout compris, à ce moment-là, vous inquiétez pas, j'aurai d'autres exos pour vous. Voilà. Donc je vous remercie. Et puis ceux qui sont ici, on se retrouve en TP et les autres, je vous dis à la semaine prochaine.